chers collègues, mesdames, messieurs, je pense que dans cette salle, personne n'ignore que c'est en 1530 que François Ier a nommé les premiers lecteurs royaux. Il y en avait 6, 3 pour l'enseignement de l'hébreu, 2 pour le grec et 1 pour les mathématiques. Le souverain voulait montrer par là qu'il ne voulait pas protéger seulement les langues, les lettres, mais aussi qu'il s'intéressait aux mathématiques. Et en fait, depuis cette époque, pratiquement sans discontinuité, il y a toujours eu, au Collège de France, une ou plusieurs chaires de mathématiques, qui ont toutes été confiées à des hommes choisis parmi les meilleurs mathématiciens. Et c'est cette heureuse tradition qui se continue aujourd'hui, puisque l'Assemblée des professeurs du Collège a proposé la création d'une chaire d'analyse et de géométrie qu'elle a confiée à M. Alain Cohn, qui, vous le savez, est l'un des 4 Français titulaires de la médaille Fields. Je vais lui donner dans un instant la parole, mais je voudrais, suivant la tradition, renouveler nos félicitations pour votre élection et surtout nous présenter nos vœux pour le succès de votre enseignement et de vos recherches. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je m'efforcerai dans l'exposé que je vais faire d'abord de mettre en évidence, grâce à la mécanique statistique quantique, l'interaction qui existe entre la physique théorique et les mathématiques pures dans le domaine spécialisé des algèbres d'opérateurs. J'essayerai ensuite de montrer le rôle en géométrie de ces mêmes algèbres d'opérateurs. Et enfin, j'aborderai, si j'en ai le temps, les problèmes qui sont attachés à la notion usuelle d'espace géométrique quand on essaye de réconcilier la théorie quantique et la relativité. Je commencerai par le premier chapitre de mon exposé, qui s'intitule « Heisenberg et l'algèbre non commutative des quantités physiques associées à un système microscopique ». Si la classification des corps simples en une table périodique par Mendeleïev est l'un des plus beaux résultats de la chimie du XIXe siècle, l'explication théorique de cette classification par la mécanique quantique est un succès équivalent de la physique du XXe siècle. On peut envisager la mécanique quantique de même point de vue. Avec Planck, c'est la discrétisation des niveaux d'énergie d'un oscillateur. Avec Bohr, c'est la discrétisation du moment angulaire. Pour De Broglie et Schrödinger, c'est l'aspect ondulatoire de la matière. Et pour Feynman, l'intégration sur l'espace de toutes les trajectoires virtuelles. Ces divers points de vue sont en fait des corollaires d'un seul, qui est celui de Heisenberg, l'algèbre non commutative des quantités physiques. Je vais essayer de montrer combien ce point de vue, le point de vue de Heisenberg, est en fait proche de la réalité expérimentale. Vers la fin du XIXe siècle, de nombreux travaux expérimentaux ont permis de déterminer avec précision les raies du spectre d'émission des atomes qui composent les corps simples. On considère un tube de Geissler rempli d'un gaz, tel l'hydrogène. L'hydrogène sur le tableau de Mendeleïev est le corps le plus simple qui apparaisse. La lumière émise par le tube est analysée à l'aide d'un spectromètre, le plus simple étant un prisme, et l'on obtient ainsi un certain nombre de raies indexées par les longueurs d'onde correspondantes. Les longueurs d'onde ne sont pas très lisibles parce qu'elles sont verticales ici, et dont la configuration caractérise la substance considérée. Le spectre ainsi obtenu est la source la plus directe d'informations sur la structure atomique. Il est donc absolument essentiel de trouver les régularités qui y apparaissent. C'est l'hydrogène qui donne le spectre le plus simple, et l'expression numérique de la régularité des raies H-alpha, H-bêta, H-gamma a été obtenue par Balmer en 1885 sous la forme suivante. La première raie H-alpha est de la forme 9/5 de L, H-bêta est 16/12 de L, H-gamma égale 25/21 de L. Il y a une loi générale qui n'est pas très difficile à trouver, puisqu'on voit que les nombres qui sont en haut sont des carrés,
et les nombres qui sont en dessous sont ces carrés auxquels on a retranché le nombre 4. Donc en fait, la loi générale est de la forme lambda égale n2 sur n2-4 fois L, où lambda est la longueur d'onde. Rydberg, vers 1890, montra que lorsque l'on considère des atomes plus complexes que l'atome d'hydrogène, les raies du spectre peuvent se classifier en séries. Chacune de ces séries est de la forme suivante. 1 sur lambda, ce n'est plus la longueur d'onde qui est le paramètre naturel, mais c'est l'inverse. 1 sur lambda est donné par R sur M2 moins R sur N2, où les nombres N et M sont des entiers. De cette découverte purement expérimentale, on déduit deux choses. D'une part, que la fréquence nu égale C sur lambda est en fait un paramètre plus naturel que la longueur d'onde, pour paramétrer les raies en question. Et d'autre part, que le spectre est en fait un ensemble de différences. C'est un ensemble qui est formé, si vous voulez, de différences mutuelles, nu i moins nu j, où les nombres nu indice i appartiennent à un certain ensemble grand X. Ce sont des nombres réels. Comme corollaire, on a un principe qui est le principe de combinaison de Ritz-Rydberg qui dit que certaines raies peuvent s'additionner. Je pense qu'à ce moment-là, il faudrait passer le numéro 3 pour voir cette addition de raies spectrales. Oui. En effet, vous voyez sur la figure qui est ici, il y a 3 raies qui sont colorées en rouge. Il y a la raie de Lyman qui est la plus à gauche, et ensuite il y a la raie de Balmer qui est la deuxième à gauche. Eh bien, si vous additionnez la raie de Lyman dont je viens de parler, la raie de Balmer, vous obtenez la troisième raie de Lyman. C'est une règle de combinaison qui s'appelle la règle de combinaison de Ritz-Rydberg et qui s'avère être très différente de ce que donnait la physique classique. Cette règle, si vous voulez, n'était absolument pas explicable par la physique théorique du XIXe siècle, qui utilisait la conception classique de la mécanique au niveau microscopique et la théorie de Maxwell pour l'électromagnétisme. Alors je vais essayer d'expliquer ça brièvement. En effet, si on considère un modèle classique d'un atome, si vous voulez, classiquement ce modèle, c'est un système planétaire qui, pour l'atome d'hydrogène, aurait une seule planète qui tourne autour du centre. Eh bien, en mécanique classique, le système est entièrement décrit mathématiquement par deux choses, l'espace des phases et l'hamiltonien. L'espace des phases est une variété symplectique, dont les points sont les états du système, et l'hamiltonien est une fonction sur cette variété qui intervient pour spécifier l'évolution de toute quantité physique observable. En effet, toute fonction f sur cette variété évolue par une équation qui s'appelle l'équation de Hamilton. Non, il faudrait mettre celle d'après, la numéro 4, je pense. Qui est l'équation fondamentale de la dynamique, de la mécanique classique, si vous voulez, et qui dit que la dérivée par rapport au temps de la quantité Q est donnée par, en fait, le crochet de Poisson avec le hamiltonien. Dans les bons cas, comme par exemple pour un modèle planétaire de l'atome d'hydrogène, le système dynamique qu'on obtient est totalement intégrable. Ceci signifie qu'il y a suffisamment de constantes du mouvement pour qu'en fait on puisse remplacer le système par un système beaucoup plus simple, qui est un système presque périodique. Ceci veut dire qu'en fait, on peut le décrire, toute quantité observable est en fait une série presque périodique, c'est ce que j'ai écrit sur la feuille qui est ici, Q de T égale la somme sur les entiers N1, Nk, de coefficients, qui sont des scalaires, des nombres complexes, Q indice N1, Nk, exponentielle 2pi fois N nu est la somme des Nk nuK, fois le temps, T. Donc l'algèbre des quantités observables est une algèbre commutative, qui est l'algèbre simplement des séries presque périodiques. D'autre part, l'évolution dans le temps du système est simplement donnée par la translation, dans cette formule, de la variable T. Donc on peut dire que toutes les choses sont complètement explicitées, et lorsqu'on décrit l'interaction entre un atome classique et le champ électromagnétique, et lorsqu'on applique la théorie de Maxwell, on obtient le résultat suivant. Un tel atome émet une onde électromagnétique, c'est les ondes qu'on voit en particulier, et cette onde électromagnétique est obtenue en superposant des ondes, qui sont des ondes planes, et qui sont attachées au nombre N1, Nk. À chacun des Kuples d'entiers N1, Nk correspond une onde plane, dont la fréquence est donnée par sigma de Nk nuK, et dont l'amplitude et la polarisation se calculent simplement à partir de l'observable fondamental qui intervient lorsqu'on fait interagir un système mécanique et le champ électromagnétique, qui est ce qu'on appelle le moment dipolaire. C'est une certaine quantité physique qui s'appelle le moment dipolaire, qui a 3 composantes, et on peut calculer, je ne vais pas détailler les formules, simplement, on peut calculer la fréquence de l'onde émise associée à n et son intensité.
Alors il y a plusieurs choses fondamentales qui apparaissent, mais il y en a une qui est absolument cruciale, qui est que l'on obtient un groupe de fréquences. Et ça, n'importe qui a fait de la musique le sait bien. Si vous voulez, si on faisait interagir un système comme ça, au lieu de le faire interagir avec le champ électromagnétique, on le faisait interagir avec l'air qui nous entoure, eh bien on sait bien que chaque fois qu'on a un son, on a aussi ces harmoniques successifs. Eh bien en fait, les données expérimentales, les expériences ont démontré que lorsqu'on faisait interagir le champ électromagnétique avec un système microscopique, qui est un atome, le même phénomène ne se produit pas. On n'a pas affaire à un groupe, on a en fait affaire à quelque chose qui n'est pas un groupe. On pourrait repasser le numéro 3 de tout à l'heure, où j'avais les flèches qui étaient colorées en rouge. Il ne s'agissait pas d'un groupe, mais il s'agissait d'un ensemble qui était indexé, non pas, donc l'ensemble des raies spectrales, n'est pas du tout indexé par un groupe, comme le groupe formé par les entiers, par les K-uples d'entiers, non, la flèche où il y avait les transitions. Oui, je m'excuse, hein, ça vous embête. Oui, celle-là, voilà. Voilà. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe parce qu'il est faux que lorsque vous prenez deux raies quelconques, leur somme soit encore une raie. Il faut, pour que la somme soit encore une raie, qu'il y ait une certaine cohérence, c'est-à-dire que l'état final de l'une soit l'état initial de l'autre. En d'autres termes, au lieu que les raies spectrales soient paramétrées par un groupe, elles sont en fait paramétrées par l'ensemble delta qui est formé des couples IJ. Eh bien, c'est une observation absolument cruciale, car la manière, disons, c'est seulement par une remise en cause fondamentale de la mécanique classique que Heisenberg est parvenu à aller bien au-delà de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, bien au-delà de ce qu'avait fait Bohr, qui, en discrétisant le moment angulaire, était quand même parvenu à prédire les fréquences, mais ne parvenait pas à prédire ni l'intensité ni la polarisation des radiations émises. Et la remise en cause de la mécanique classique faite par Heisenberg est à peu près la suivante. Si vous voulez, dans le modèle classique, comme je le disais, l'algèbre des quantités physiques observables est en fait, on la voit, cette algèbre. Parce que si on regarde les transitions possibles, on obtient le groupe gamma, et l'algèbre des quantités physiques observables n'est rien d'autre que l'algèbre de convolution de ce groupe de fréquences. C'est-à-dire que les raies que l'on voit permettent en fait de reconstruire les observables physiques, simplement en faisant un produit de convolution sur ce groupe. Or, la règle de combinaison de Ritz-Rydberg, comme je viens de le dire, n'est pas du tout une loi de groupe. Et en fait, Heisenberg a été amené à remplacer donc l'algèbre commutative, qui était l'algèbre de convolution d'un groupe, comme le groupe formé des n-uples d'entiers, par une algèbre qui est maintenant non commutative et qui est l'algèbre de convolution construite, le numéro 4, je pense, qui est construite de la manière suivante. On remplace les coefficients qui étaient de la forme Qn, N1, N2, Nk, non, la suivante. Oui, la suivante encore. Voilà, donc la donnée expérimentale était la suivante. C'était l'ensemble des couples IJ, c'est avec ces couples que l'on peut indexer les raies spectrales. Et la composition est donnée par la règle que j'ai écrite ici. La mécanique des matrices de Heisenberg est la suivante. Une quantité physique est définie simplement comme une application de cet ensemble delta qui paramétrait les raies spectrales dans les nombres complexes. Et le produit est donné par une formule qui est tout à fait analogue à la convolution pour un groupe, mais qui n'est autre que le produit des matrices. Et ce produit, il s'avère qu'il n'est plus commutatif. Donc la découverte fondamentale de Heisenberg, si vous voulez, par rapport à la mécanique classique, c'est que les quantités observables, comme la position et le moment d'une particule, en fait, ne peuvent pas être observées simultanément. Ce sont des quantités qui ne commutent pas, qui n'ont rien à voir, enfin, qui ont très peu à voir avec des fonctions au sens ordinaire du terme. Et une conséquence de la formule qui donne l'évolution dans le temps des quantités physiques, qui est très analogue à la formule d'avant, c'est que, en fait, cette évolution dans le temps est donnée par une équation qui est très semblable à l'équation de Hamilton. Mais dans l'équation de Hamilton, on avait les crochets de Poisson, alors que dans l'équation de la mécanique de Heisenberg, ce qui intervient, c'est quelque chose qui est encore plus simple que les crochets de Poisson, qui est en fait plus simple, et qui est le commutateur entre la matrice qui donne l'énergie, H, et l'observable, quelle qu'elle soit, que l'on prend, qui est désigné par Q. Alors en fait, si vous voulez, ce point de vue de Heisenberg, si on prend la forme algébrique simple de l'énergie classique d'un système formé de n particules, cette formule qui écrit l'hamiltonien en fonction d'un potentiel et des énergies cinétiques des particules, elle permet très simplement de réobtenir l'équation de Schrödinger. Donc je veux dire, ce serait
c'est le seul parmi les points de vue dont je viens de parler au début sur la mécanique quantique qui soit au-dessus des autres, c'est-à-dire qui permettent directement de les retrouver. C'est le cas aussi pour le point de vue de Feynman. Bon, je vais passer maintenant. Donc j'espère, si vous voulez, que vous retiendrez une seule chose de ce que je viens de dire, c'est que ce qu'Heisenberg a découvert, dicté par l'expérience, dicté par le principe de Ritz-Rydberg de combinaison, opposé au principe des harmoniques, il a découvert qu'en fait, l'algèbre des observables en physique n'était pas une algèbre commutative, c'était une algèbre de matrice qui n'est pas commutative, mais dont le degré de non-commutativité est en fait extrêmement petit puisqu'il est mesuré par la constante de Planck, qui est une constante d'action qui, dans nos unités ordinaires, est extrêmement petite. Je passe maintenant au deuxième chapitre qui s'intitule « État statistique d'un système macroscopique et mécanique statistique quantique ». Bon, je commencerai par vous rappeler un certain nombre de choses très simples sur la mécanique statistique. Si on regarde 1 cm3 d'eau, il contient environ 3 que multiplie 10 puissance 23 molécules d'eau qui sont agitées d'un mouvement incessant. La description détaillée du mouvement de chaque molécule, de même que la connaissance précise d'un état microscopique du système, n'est absolument pas nécessaire pour connaître les résultats des observations macroscopiques. En mécanique statistique classique, un état microscopique, si on voulait le définir, serait simplement représenté par un point de l'espace des phases du système, qui est un espace de dimension considérable, puisque sa dimension est 6n, où n est le nombre de molécules si on les identifie à des points. Ce qui, comme n vaut 10 puissance 23 environ, est quelque chose de considérable. Un état statistique, par contre, est décrit non par un point de l'espace des phases, mais par une mesure sur cet espace. Une mesure, c'est ce qui intervient en théorie des probabilités, et la mesure donne simplement à chaque observable, chaque quantité observable f, elle donne sa valeur moyenne, ce qui est dénoté par l'intégrale sur m de f des mu. Cette mesure mu est obtenue lorsqu'on prend un système en équilibre qui est maintenu artificiellement en le plongeant dans un thermostat à température grand T. Elle est donnée par la formule suivante, qui est la formule de ce qu'on appelle l'ensemble canonique de Gibbs, qui invoque l'hamiltonien du système et qui invoque aussi ce qu'on appelle la mesure de Liouville. Bon, je ne vais pas détailler ce que c'est. La mesure d mu est donnée par le produit de exponentielle moins bêta h par la mesure de Liouville. Et bêta est une fonction à la fois de la température absolue du système et d'une constante qui est ce qu'on appelle la constante de Boltzmann, que j'ai donnée ici dans le système MKS. La constante grand Z que l'on écrit, lorsqu'on écrit la mesure mu et qu'on veut en faire une mesure de probabilité, il est nécessaire d'introduire une constante de normalisation. Et les grandeurs thermodynamiques, telles que l'entropie ou l'énergie libre, se calculent en fonction de bêta, qui apparaît ici, et d'un petit nombre de paramètres qui, en général, interviennent dans la définition de l'hamiltonien, de l'interaction du système. Pour un système fini, l'énergie libre ou l'entropie sont des fonctions analytiques de ces paramètres, mais pour un système infini, c'est-à-dire à la limite thermodynamique, c'est là que les choses intéressantes se produisent, c'est là que les phénomènes véritables sont visibles mathématiquement, des discontinuités apparaissent dans l'entropie ou l'énergie libre. Et ce qui correspond au phénomène physique des transitions de phase, par exemple lorsqu'on fait bouillir de l'eau. Et la démonstration rigoureuse à partir de la donnée du hamiltonien, de l'absence ou de l'existence de ces discontinuités, est en fait une branche très difficile de l'analyse mathématique. Mais en fait, comme nous l'avons vu, la description microscopique de la matière quantique possible, l'algèbre qui correspond à une maille du réseau n'est autre que l'algèbre des matrices, n fois n, où n est le nombre d'états possibles. Et l'interaction, l'hamiltonien du système, si vous voulez, est décrit simplement par la somme des hamiltoniens qui correspondaient à chacune des mailles du réseau, plus une partie d'interaction, qui est la partie intéressante lorsqu'on étudie le système, et qui est modulée par une constante, lambda, qu'on appelle la constante de couplage, qui, lorsqu'elle est nulle, signifie que le système est sans intérêt parce qu'il n'interagit pas, et lorsqu'elle est grande, signifie qu'il y a des choses intéressantes comme des transitions de phase qui peuvent se produire. Eh bien, lorsqu'on étudie un tel système quantique, on s'aperçoit qu'un état du système, si on veut définir ce que c'est qu'un état statistique du système, en mécanique statistique, en fait, c'est très simple de le définir. Il faut prolonger la notion de mesure de probabilité qu'on a dans le cadre classique, il faut l'étendre, cette notion, au cas quantique. Or, la notion de mesure de probabilité dans le cas classique est caractérisée par deux choses. D'une part, par la positivité, c'est-à-dire le fait que lorsqu'une observable, une quantité est positive, la valeur moyenne de cette quantité sera positive, ça tombe sous le sens. Et la deuxième, c'est que si on prend une quantité qui est normalisée, qui est constante, eh bien sa valeur moyenne sera égale à elle-même.
Or, ces deux propriétés ont un analogue très simple dans le cas quantique qui n'utilise en rien la commutativité de l'algèbre. C'est-à-dire que A et A étoile n'ont pas de raison de commuter, mais c'est ce qui définit la positivité et la normalisation. Alors, lorsqu'on regarde maintenant un système infini, parce que c'est seulement pour les systèmes infinis que les choses intéressantes se produisent, comme les transitions de phase, eh bien, on est amené à considérer non plus un seul état associé à une partie finie du réseau, mais à considérer une famille phi indice lambda d'états, chacun de ces états étant considéré sur l'algèbre Q lambda. Et cette famille ayant la compatibilité évidente que si l'on restreint phi lambda 2 à Q lambda 1, lorsque la région lambda 2 est plus grande que la région lambda 1, on doit obtenir, bien entendu, l'état phi lambda 1. Et c'est ici que les C-star algèbres font leur apparition. Elles font leur apparition de la manière suivante. Les états statistiques à la limite thermodynamique sont exactement en correspondance avec les états d'une C-star algèbre, Q, qui est en fait obtenue en prenant la réunion, si vous voulez, de ces C-star algèbres correspondant à des parties finies, à des parties limitées, sans la limite thermodynamique du système, en prenant la réunion de ces algèbres et en prenant la fermeture. Et ce qui est vraiment très frappant, c'est qu'on pourrait discuter mathématiquement l'idée d'avoir à prendre une fermeture, mais il est très important de voir que n'importe quelle famille d'états compatibles 2 à 2, en fait, sera un état sur la C-star algèbre et réciproquement. C'est-à-dire qu'on ne perd rien, on ne rajoute pas d'état fictif du système. Les états de la C-star algèbre sont exactement les états de la limite thermodynamique. Et d'autre part, l'hamiltonien se manifeste sur la C-star algèbre simplement en donnant un groupe à un paramètre d'automorphisme, qui est l'évolution dans le temps de cette algèbre, qui est donnée par la limite, lorsqu'on fait tendre lambda vers l'infini, de la formule ordinaire de Heisenberg, qui était écrite avant. Alors, maintenant, lorsqu'on regarde, si vous voulez, l'analogue de la formule de Gibbs, de la formule qui définissait l'ensemble canonique pour un système maintenu artificiellement en le plongeant dans un thermostat à température absolue grand T. Eh bien, cette formule a un analogue quantique. Je crois qu'il faudrait mettre le transparent après. Cette formule a un analogue quantique. Et cet analogue quantique, en fait, est très difficile à écrire lorsqu'on regarde la limite thermodynamique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut, lorsqu'on écrit la limite thermodynamique, d'avoir de correspondance trop simple entre l'hamiltonien du système, son évolution dans le temps, et l'état d'équilibre du système. La raison est très simple. Lorsqu'on a des transitions de phase, des états distincts peuvent coexister, et donc on n'a plus unicité de l'état d'équilibre. Il est donc impossible de donner une formule simple qui définira de manière univoque l'état d'équilibre à partir de l'évolution dans le temps. Il existe par contre une relation qui est la condition de Kubo-Martin-Schwinger qui a été obtenue par 3 physiciens. Et cette relation exprime la chose suivante, elle est un peu technique à énoncer. Elle signifie qu'on a une fonction holomorphe. Chaque fois qu'on prend un couple d'observables x et y, il y a une fonction holomorphe dans une bande qui est une bande en fait extrêmement fine, parce que si on prenait les constantes ordinaires, h bar et bêta, on s'apercevrait qu'à la température, disons, d'environ 1000 degrés Kelvin, qui est quand même une température importante, la taille de cette bande serait d'environ 10 puissance moins 8 secondes. La taille de la bande est mesurée en secondes parce que le paramètre dans l'axe horizontal est un paramètre de temps. Donc cette bande serait extrêmement fine, si vous voulez, dans des conditions de température remarquablement grandes. Et cependant, cette condition, si vous voulez, est la condition qui permet de poser le problème en mécanique statistique quantique et de dire, le problème est le suivant, une fois qu'on a donné l'évolution dans le temps, elle est donc donnée par l'interaction du système, on veut savoir s'il existe ou non un seul état d'équilibre. S'il y a un seul état d'équilibre, on n'a pas de transition de phase, on est dans un système où l'état d'équilibre est unique. Si on a plusieurs états d'équilibre qui peuvent coexister, on est à un endroit où les transitions de phase se produisent. Alors c'est exactement à ce point-là, je voudrais faire une pause pour vraiment insister sur le fait que c'est exactement à cet endroit que l'interaction s'est faite entre la physique théorique, qui était donc donnée par cette condition de Kubo-Martin-Schwinger, et les mathématiques pures. Donc on va passer au transparent suivant. Mais je dois dire que je suis extrêmement honoré par la présence dans cette salle de Minoru Tomita, parce que je vais expliquer maintenant comment une théorie... donc Minoru Tomita est un mathématicien japonais qui, entre 1957
et 1967, pendant une dizaine d'années, a réussi en fait à démontrer un théorème qui s'est avéré être d'une importance considérable dans la théorie des algèbres de von Neumann. Et il est important de voir que sa motivation était une motivation qui provenait des mathématiques pures. Il était en fait motivé par l'analyse harmonique sur les groupes localement compacts, non nécessairement unimodulaires. Et il a réussi à démontrer le théorème suivant, qui paraît simple à énoncer, mais dont les difficultés techniques sont vraiment considérables. Et ce théorème dit la chose suivante. Il dit que si l'on considère une algèbre de von Neumann, c'est un objet que je ne vais pas définir, mais qui est relié à l'espace de Hilbert, et qui a la propriété suivante, si vous voulez, c'est un objet qui se rencontrera dès qu'on aura affaire à un système statistique quantique. On aura l'algèbre des observables qui en fait sera située dans un espace de Hilbert. Et typiquement, on aura la situation dans laquelle il existe des vecteurs, ce que j'ai appelé xi appartient à h, qui ont la propriété que l'algèbre appliquée à ce vecteur et le commutant de l'algèbre, le prime signifie les opérateurs qui commutent, le commutant appliqué à ce vecteur soient tous les deux denses dans l'espace de Hilbert. Alors ce que Tomita démontre, c'est qu'en fait l'opérateur qui est l'opérateur d'involution sur l'algèbre, si on le regarde dans l'espace de Hilbert, devient un opérateur extrêmement intéressant alors qu'il est trivial au niveau algébrique, parce que d'une part c'est un opérateur non borné mais qui est fermable, c'est-à-dire qu'il a de bonnes propriétés topologiques, et deuxièmement, si on regarde le module de cet opérateur, eh bien ce module définit un groupe d'évolution de l'algèbre. C'est-à-dire que si on l'élève à la puissance imaginaire it, ce module en fait conjugue l'algèbre en elle-même. Un corollaire immédiat de ce théorème est qu'en fait, à tout état sur l'algèbre, la terminologie mathématique ici est tangente à la terminologie physique. Ce qu'on appelle état, c'est en fait une forme linéaire positive. Alors, il faut supposer des hypothèses techniques comme le fait qu'elle est fidèle, etc. Tout état sur M détermine en fait un groupe à un paramètre d'automorphisme de l'algèbre. Or, c'est là que la coïncidence se produit et elle est extraordinaire. On pourrait lever peut-être un peu le transparent pour qu'on voit le bas. La coïncidence est la suivante, c'est que le lien qui existe entre cet état et le groupe d'automorphisme, dont Tomita démontre l'existence en toute généralité, c'est précisément la condition de Kubo-Martin-Schwinger, dont on a parlé avant, qui intervenait en physique, lorsqu'on donne aux constantes une valeur de telle sorte que en fait, la normalisation soit égale à 1. Alors ce théorème a eu quantité de conséquences. Il s'est en fait avéré d'une importance considérable pour démarrer la classification des facteurs. De même que, en fait, il faut le dire aussi, les travaux d'Araki et Woods sur les facteurs qui ont une certaine forme, ceux qui proviennent de systèmes statistiques quantiques sans interaction. Alors, si on regarde, en fait, une algèbre de von Neumann, elle est très loin d'avoir un seul état. Il est faux qu'une algèbre de von Neumann ait un état canonique et un seul état. Et si vous voulez, les seules propriétés de ce groupe d'évolution qui était attaché à un état, qui auront une signification intrinsèque pour l'algèbre, seront les propriétés qui, en fait, ne dépendront pas du choix de l'état. Il est clair que si on devait spécialiser l'état, on aurait des propriétés d'un couple formé de l'algèbre et de l'état, mais il est très important d'avoir des propriétés qui n'en dépendent pas. Or, on a le théorème suivant qui dit que, en fait, le groupe d'évolution qui est défini par Tomita pour chaque état donné est en fait un groupe qui est insensible au changement d'un état lorsqu'on regarde modulo les automorphismes intérieurs. Si vous voulez, une algèbre non commutative a des automorphismes qui sont donnés par l'algèbre elle-même, qui sont les conjugaisons par des opérateurs unitaires dedans. Et il est clair que ces automorphismes proviennent de l'algèbre et donc ne sont pas intéressants parce que, je veux dire, ils ont une propriété, ils sont triviaux. Si on néglige ces automorphismes, on obtient la chose suivante que j'ai écrite dans la ligne du milieu ici, qui est qu'en fait, il existe pour toute algèbre de von Neumann une application, un homomorphisme complètement canonique qui ne dépend de rien d'autre, qui va de la droite réelle, R, dans le groupe des classes d'automorphismes, qui est le groupe quotient du groupe des automorphismes de l'algèbre par ces automorphismes intérieurs. Et ce phénomène a quelque chose de vraiment extraordinaire, si vous voulez, c'est que du point de vue mathématique, il transforme une algèbre de von Neumann en un objet dynamique. Une algèbre de von Neumann n'est pas un objet statique, comme une algèbre commutative, c'est un objet qui, de lui-même, de par sa structure non commutative, acquiert une dynamique. Et on est en droit de qualifier ça de dynamique, puisque cette dynamique, justement, est reliée à la physique de manière très étroite. Alors, en fait, si vous voulez, 17 ans après le théorème de Tomita, nous disposons maintenant d'une classification complète de toutes les algèbres de von Neumann hyperfinies. Cette classification était restée incomplète dans mes travaux, et elle a été complétée récemment par un mathématicien danois, qui est Uffe Hagerup, qui a réussi à démontrer qu'une condition que j'avais laissée, en fait, était vérifiée, et donc on a la liste complète
de tous les facteurs hyperfinis. Au lieu d'expliquer ce que c'est qu'une algèbre de Feynman hyperfinie, je dirais simplement que ces algèbres, si vous voulez, apparaissent de manière extrêmement naturelle en mathématiques. La première manière, donc il faut regarder le théorème du bas, la première manière dont elles apparaissent, c'est que si l'on regarde un groupe localement compact connexe, donc c'est les groupes qui apparaissent, si vous voulez, en géométrie, en fait, toute représentation unitaire d'un tel groupe a pour commutant une algèbre hyperfinie. Le deuxième résultat du théorème, c'est que si l'on regarde n'importe quel système de mécanique statistique, si on regarde un état du système, et si on regarde l'algèbre de Feynman associée, elle est hyperfinie. Le troisième résultat, c'est que si on regarde un groupe discret, et si ce groupe discret est moyennable, eh bien en fait, toute représentation, de la même manière que pour les groupes de Lie, toute représentation engendre une algèbre de Feynman hyperfinie. Et on ne pourrait pas se restreindre à une classe plus petite, car en fait, toutes les algèbres de Feynman hyperfinie sont obtenues par l'une ou l'autre de ces classes. Donc on sait que c'est une classe qui est parfaitement bien définie, on ne peut pas échapper, on a nécessairement toute cette liste. Alors maintenant, la liste, je vais aller très rapidement pour lire. La première algèbre, c'est l'algèbre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'algèbre des matrices NN, c'est celle qui correspond à un système quantique qui n'a qu'un nombre fini d'états possibles. C'est vraiment l'algèbre la plus simple qui apparaît, elle est de dimension finie, elle est extrêmement simple à décrire. La deuxième, c'est la même mais généralisée en dimension infinie, c'est ce qu'on appelle tous les opérateurs bornés dans un Hilbert. La troisième, c'est la découverte de Murray et Feynman, c'est ce qu'on appelle le facteur hyperfini. En d'autres termes, c'est l'algèbre de Clifford qui est construite sur un espace euclidien dont la dimension n'est plus finie mais infinie. Le facteur de type 2 infini, c'est en fait le produit tensoriel de 2,1 par 1 infini, donc c'est un sous-produit des autres. Les facteurs indexés par un lambda, 3 indices lambda, c'est en fait les facteurs découverts par Powers en 1967, tout à fait de manière contemporaine avec la théorie de Tomita, et qui sont des facteurs qui en fait apparaissent dans des systèmes quantiques extrêmement simples, qui sont des atomes avec deux états quantiques possibles, et qui sont en résonance les uns avec les autres. Et le lambda est relié à la température. Le 3,0, alors les 3,0, c'est là que la classification est extrêmement riche, parce qu'on a correspondance bijective canonique entre les facteurs de type 3,0 et les flots ergodiques. Tout flot ergodique apparaît, deux flots ergodiques donneront le même facteur si et seulement s'ils sont isomorphes. Et enfin, le 3,1, qui est le facteur qui apparaît en théorie quantique des champs, lorsqu'on regarde l'algèbre des observables locales, qui est le facteur découvert par Araki et Woods, et c'était le seul cas qui restait à résoudre. C'est-à-dire que pendant 10 ans, en fait, la liste est restée incomplète parce qu'on ne savait pas si oui ou non, il y avait plusieurs possibilités pour ce facteur de type 3.1. Il y avait toutes sortes de conjectures qui traînaient. Et finalement, ça a été donc résolu par ce mathématicien danois très récemment, ce qui me permet de faire état vraiment de la classification de manière complète, ce qui est très agréable. Bon, donc je vais m'arrêter de parler des algèbres d'opérateurs. Et je vais maintenant commencer à essayer de parler du rôle des algèbres d'opérateurs en géométrie. Si vous voulez, le problème est très différent. Maintenant, je vais aborder un problème très différent qui est que, d'abord, les questions que j'ai considérées étaient des questions qui étaient motivées par des raisons qui étaient internes à la théorie. En d'autres termes, on avait un objet mathématique qui avait été découvert par les physiciens, et cet objet mathématique, il était indispensable pour les mathématiciens de le classifier, c'est-à-dire de le comprendre, parce qu'une classification signifie non seulement, bien sûr, la liste définitive des possibilités, mais en fait, ce qu'elle signifie, c'est une certaine expertise, une certaine connaissance de ces objets, qui permet, lorsqu'on posera n'importe quelle question sur ces objets, purement mathématiques, d'y répondre, ou de dire que c'est trop difficile. Mais disons que le but de la classification, c'est beaucoup plus cette connaissance intime des objets mathématiques que la liste finale. Or, pour un mathématicien, il y a en fait une autre question qui se pose. Et cette question, c'est quelle est la vraie signification de ces algèbres, quelle est leur signification à l'intérieur des mathématiques. Parce que les mathématiques sont un domaine qui, au lieu d'être motivé par la réalité physique, est motivé beaucoup plus par des considérations esthétiques et par le fait que les choses doivent s'emboîter les unes dans les autres, on doit avoir une certaine cohérence. Et il n'était pas clair du tout pendant longtemps quel était le rôle tenu par les algèbres d'opérateurs à l'intérieur des mathématiques. Alors pour comprendre ce rôle, si vous voulez, disons qu'on commence par spécialiser la théorie des algèbres de Feynman à un cas très simple, qui est le cas des algèbres commutatives. Si on fait cela, on obtient la théorie de la mesure au sens de Lebesgue. Plus précisément, si vous voulez, toute algèbre de Feynman commutative dans l'espace de Hilbert est engendrée par un seul opérateur auto-adjoint. C'est le bicommutant de cet opérateur. Et la théorie de la mesure est en fait un sous-produit de cette situation, au sens où
non seulement on peut définir un polynôme simple comme fonction de cet opérateur, mais en fait on peut en définir n'importe quelle fonction borélienne, comme en prenant des limites simples. Alors ça c'est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a peu d'objets mathématiques dont on peut définir non seulement les fonctions polynomiales, ou même les fonctions continues, mais dont on peut en fait définir n'importe quelle fonction borélienne. Et la théorie de la mesure s'introduit en disant simplement, en regardant pour quelle fonction borélienne, appliquée à cet opérateur, on va obtenir 0. Eh bien, on obtient 0 exactement pour les fonctions qui sont négligeables pour une certaine mesure, qui s'appelle la mesure spectrale de l'opérateur. Et la théorie de la mesure est imposée par l'étude de l'espace de Hilbert et d'une algèbre de von Neumann commutative. La théorie des algèbres de von Neumann apparaît en fait comme un analogue donc non commutatif de cette théorie, qui en fait est la théorie de Lebesgue. Car si on avait appliqué la théorie, par exemple, de l'intégration de Riemann, on n'aurait pas obtenu toute l'algèbre de von Neumann. Si on avait pris seulement les fonctions intégrables au sens de Riemann, on aurait obtenu simplement certaines fonctions de l'opérateur, et on n'aurait pas obtenu l'algèbre de von Neumann engendrée. Si on applique la théorie de Lebesgue, on obtient en fait toute l'algèbre de von Neumann engendrée, donc on connaît la complétude, si vous voulez, de la théorie de Lebesgue. Donc le cas commutatif, si vous voulez, le cas classique, conduit exactement à la théorie de l'intégration de Lebesgue. Mais l'importance mathématique de la théorie générale des algèbres de von Neumann résulte de l'existence d'espaces qui sont des espaces naturels pour lesquels la théorie de Lebesgue est en fait inadaptée. Et si on considérait ces espaces du point de vue de la théorie de Lebesgue, du point de vue de la théorie classique, en fait on les considérait comme des espaces pathologiques. On serait conduit à les éliminer comme étant des pathologies. Par contre, la théorie des algèbres de von Neumann, non commutative, permet de traiter la théorie de la mesure de ces espaces de manière entièrement satisfaisante. Le prototype d'un tel espace, il faudrait passer le transparent suivant, et le prototype d'un tel espace est l'espace des solutions de ce qu'on appelle une équation différentielle, ou, si vous voulez, l'espace des feuilles d'un feuilletage. Pour fixer les idées, considérons un exemple très simple, qui est le feuilletage de Kronecker, qui est défini par l'équation différentielle dy égale θ fois dx, où θ n'est plus un nombre rationnel, mais un nombre qui éventuellement peut être irrationnel. Lorsque ce nombre est irrationnel, vous voyez ce qui va se passer. Ce qui va se produire, c'est que si on regarde une feuille, c'est-à-dire une solution de l'équation différentielle, en fait, elle va commencer par partir de 0, par exemple, de monter, elle va atteindre le toit, et puis ensuite, par périodicité, elle va se ramener en bas, et elle va continuer comme ça indéfiniment. Et finalement, elle va remplir tout le carré de manière dense. Ce qui fait que si on essayait de regarder l'ensemble des feuilles de ce feuilletage d'un point de vue topologique ou d'un point de vue classique, si vous voulez, on obtiendrait un espace qui est pathologique. Si on essaye de le regarder comme un ensemble, muni des structures classiques, on obtient quelque chose qui est pathologique. En particulier, si on cherchait des fonctions mesurables de cet espace à valeur réelle ou à valeur complexe, toute telle fonction serait constante presque partout. C'est-à-dire que si on essayait après d'appliquer la théorie usuelle de l'intégration, d'abord, il n'y aurait pas de fonction non triviale à intégrer. Tous les espaces LP seraient triviaux, ils seraient réduits au scalaire. Et donc, on n'obtiendrait rien d'intéressant. On n'obtiendrait rien qui distingue cet espace d'un seul point. L'espace, d'un point de vue classique, est identifié à un seul point. Or, en fait, cet espace correspond à une algèbre de von Neumann qui n'est pas du tout triviale, mais dont le centre, c'est-à-dire la partie commutative, est réduite au scalaire. Mais l'algèbre elle-même est totalement non commutative. Et cette algèbre a en fait une présentation qui est extrêmement simple. Elle est présentée par deux unitaires, U et V, et ces deux unitaires ne commutent pas, mais ils commutent modulo une phase. C'est-à-dire que le produit VU n'est pas égal à UV, mais il est égal à UV modulo une certaine phase, qui est reliée à l'angle θ, qui était introduit dans le feuilletage. Alors qu'il n'est pas possible de construire une fonction donc, qui soit mesurable et qui ne soit pas presque partout constante sur un tel espace, il est très facile qui sont elliptiques le long des feuilles. Et chacun de ces opérateurs, en fait, donnera un élément dans l'algèbre de von Neumann. On obtient, dans le cas dont j'ai donné l'exemple ici, le facteur R01, qui était sur la liste des facteurs hyperfinis précédents. C'était le facteur de type 2 infini, donc il n'est pas du tout trivial, contrairement au facteur de type 1. Des feuilletages aussi naturels que le feuilletage d'Anosov associé à une surface de Riemann de genre plus grand que 1, donne le facteur très ésotérique qui était à la fin de la liste, qui était le facteur R infini, qui était le facteur de type 3. Mais en fait, le but de la théorie n'est pas d'illustrer, si vous voulez, la théorie des algèbres de von Neumann. Un point extrêmement important est que la théorie de la dimension de Murray et von Neumann, qui était une découverte fondamentale de Murray et von Neumann, ils avaient découvert que la dimension d'un espace vectoriel n'est pas nécessairement un entier, lorsqu'on regarde des géométries, ce qu'ils appelaient les géométries continues, mais cette dimension peut être en fait un nombre réel, positif, arbitraire.
Or, cette notion était restée très mystérieuse pendant longtemps, et en fait, elle acquiert sa signification, exactement, sa vraie signification, dans l'exemple des feuilletages. La raison étant la suivante, la dimension de Murray et Feynman, pour un feuilletage tel que celui qui est exhibé ici, est en fait une densité de dimensions. C'est-à-dire, c'est une dimension au kilomètre carré, si vous voulez. Si les feuilles étaient de dimension 2, ce serait une dimension au kilomètre carré. Et ceci veut dire que dans les théorèmes classiques, comme par exemple le théorème de Riemann-Roch ou des théorèmes de cette forme-là, au lieu d'avoir à parler d'un nombre fini de zéros et d'un nombre fini de pôles, et de regarder ce nombre de zéros, etc., et de le considérer comme un entier, en fait, ce qu'on va faire, c'est considérer la densité de l'ensemble des zéros. Et cette densité n'a plus aucune raison d'être un entier. C'est un nombre réel. Et les mêmes formules, qui étaient des formules qui existaient au niveau des entiers et des dimensions d'espace, vont rester vraies lorsqu'on remplace les dimensions qui étaient des entiers par des nombres réels. Et c'est là que la dimension de Murray et Feynman joue son rôle. Donc, si vous voulez, la signification de cette dimension est très différente. On aurait pu croire, par exemple, qu'elle était reliée à la dimension de Hausdorff. Elle est très différente de la dimension de Hausdorff. Elle est simplement reliée à la notion de densité de dimension. Les feuilles d'un feuilletage, en général, ne sont pas finies. On ne peut pas parler d'un nombre fini de zéros ou de pôles d'une fonction sur une feuille générique d'un feuilletage. Par contre, on peut parler de la densité de cet ensemble. Mais, si vous voulez, il y a quelque chose qui est extrêmement grossier dans la théorie des probabilités ou dans la théorie de la mesure, et qui néglige énormément de structures dans un espace. Si nous n'avions à notre disposition que la théorie de la mesure, que la théorie de l'intégration, pour analyser l'espace qui nous entoure, aucune des notions comme la notion de connexité, ou la notion de linéarité infinitésimale, ou même la notion de géométrie de distance n'aurait de sens. Et si vous voulez, une manière d'exprimer cela, c'est de dire que parmi les points de vue que nous avons, justement pour comprendre ce que c'est qu'un espace, la théorie de la mesure, la théorie de l'intégration, est en fait, dans la hiérarchie de ces points de vue, située au niveau le plus primitif. Un raccourci de cette hiérarchie, si vous voulez, on pourrait énoncer 4 points de vue. Je ne pense pas qu'ils soient écrits, non. Si vous voulez, les 4 points de vue, je vais les énoncer, sont les suivants, disons, en simplifiant de manière extrême. Le premier point de vue, donc celui qui est le plus primitif, celui dont j'ai parlé dans le cadre non commutatif pour le moment, c'est le point de vue de la théorie de la mesure. Le deuxième, c'est le point de vue de la topologie algébrique. Le point de vue de la topologie, si vous voulez, mais je préfère le mot de topologie algébrique parce qu'on ne veut pas avoir affaire à la topologie générale, on va avoir affaire à la topologie d'espaces concrets, d'espaces de dimension finie, d'espaces localement compacts. Eh bien, la topologie algébrique est ce qui permet de donner un sens aux notions de connexité et aux notions de déformation continue, d'homotopie d'un espace. Mais au-delà de cette notion, il y a une notion qui est déjà beaucoup plus raffinée, qui est la notion de variété différenciable, ou en d'autres termes, si vous voulez, je dirais différemment, je dirais de linéarisation infinitésimale. C'est la notion qui permet d'utiliser l'espace linéaire et le calcul dans l'espace linéaire, le calcul vectoriel linéaire, si vous voulez, pour traiter d'espaces qui ne sont linéaires qu'au niveau infinitésimal. Et c'est à cette notion qu'appartiennent, par exemple, énormément de résultats de la géométrie différentielle. Mais en fait, c'est très loin encore, cette notion, d'être la notion ultime, la notion véritablement qui rigidifie l'espace. Et la notion ultime, en fait, c'est la géométrie riemannienne. Celle-là se situe vraiment, on peut dire, dans la hiérarchie au niveau le moins primitif, au niveau le plus sophistiqué. Et lorsqu'on a un espace géométrique, un espace riemannien, il hérite de lui-même toutes les structures précédentes. Il hérite en particulier une structure différenciable, une structure topologique et une structure mesurable, bien entendu. Il serait faux de croire, si vous voulez, que ces structures ne sont pas imbriquées les unes dans les autres de manière extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'il est faux qu'une topologie, par exemple, une structure topologique, détermine une structure mesurable. On peut avoir des applications qui sont continues, mais qui ne sont pas absolument continues, c'est-à-dire qui ne préservent pas une classe de mesure. Donc il y a toutes sortes de relations compliquées entre ces points de vue. Mais si vous voulez, pour illustrer de manière assez schématique à quel point le point de vue mesurable est un point de vue grossier, si vous preniez un espace comme une sphère, et si cet espace, vous le faisiez exploser, et la sphère se retrouvait explosée en divers petits morceaux dans chaque coin de cette salle, eh bien elle resterait identique à elle-même du point de vue espace mesurable. Elle n'aurait pas perdu sa structure mesurable. La structure topologique, c'est autre chose. Du point de vue structure topologique, vous pourriez prendre cette sphère et lui donner
la rallonger, la déformer de manière extraordinairement longue à un même point, et de manière qui ne préserve pas du tout la linéarité locale. Pour la structure différenciable, il faut que la transformation que vous fassiez, si vous la regardez au microscope, soit une transformation linéaire. Et enfin, la géométrie, eh bien, la géométrie, c'est ce qui préserve la notion de distance localement, et c'est infiniment plus rigide. Alors, pour pouvoir adapter valablement ces trois outils aux espaces qui nous intéressent, qui étaient classiquement considérés comme des espaces pathologiques, et dont la compréhension, si vous voulez, au moins au niveau de la théorie de la mesure, résultait de la théorie des algèbres de von Neumann, il était absolument nécessaire de disposer d'une quantité d'exemples qui soient à la fois simples, non triviaux, c'est le cas par exemple pour l'exemple du bas, et qui manifestement possèdent l'analogue des diverses structures que je viens d'énoncer. Or, l'espace des feuilles d'un feuilletage donne exactement une quantité incroyable de tels espaces, si vous voulez. On a des exemples, comme l'exemple du feuilletage de Kronecker, mais on a aussi l'exemple du bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que signifie la figure. La figure signifie que, bon, en fait, si vous voulez, le feuilletage est très simple dans les régions latérales, mais dans les régions qui sont par exemple devant ou derrière, le feuilletage est assez compliqué parce que les stries du feuilletage, si vous voulez, qui sont écrites ici, s'emboîtent les unes dans les autres indéfiniment. Donc la situation est assez compliquée. Or, en fait, il existe d'autres exemples qui donnent de tels espaces, et l'exemple peut-être le plus simple, à part les feuilletages, c'est l'exemple des groupes discrets. Si vous voulez, si on regarde un groupe discret, et si on essaye de parler de l'espace au sens ordinaire, classique, ensembliste, des représentations irréductibles d'un tel groupe, eh bien, on ne peut le faire de manière raisonnable, de manière simple, que quand ce groupe est, comme on dit, de type 1. Or, les groupes discrets de type 1, il n'y en a pratiquement pas. Un groupe discret ne type 1, lorsqu'il est engendré par un nombre fini d'éléments, que lorsqu'il contient un sous-groupe commutatif d'indices finis. Alors évidemment, c'est rédhibitoire, parce que la plupart des groupes discrets qu'on considère sont des groupes qui n'ont pas cette propriété, qui ne sont pas presque commutatifs. Or, quand le groupe est commutatif, on a un espace, qui est l'espace des représentations irréductibles, qui s'appelle le dual de Pontryagin du groupe, et qui est un espace qui a toutes ses propriétés de topologie, etc. Si le groupe est finiment engendré, ce sera une variété, et elle sera même riemannienne. Et on peut, si vous voulez, la meilleure manière de décrire cet espace, du point de vue algébrique, c'est de parler des fonctions sur cet espace. Et l'algèbre des fonctions sur cet espace, en fait, d'après le théorème de Galfand, se trouve isomorphe à l'algèbre de convolution des fonctions sur le groupe. Si vous voulez, ce que je dis maintenant a été illustré déjà avant, dans mon exposé, lorsque je parlais du groupe des fréquences. Le groupe des fréquences, on regardait les convolutions des fonctions sur ce groupe, et ça correspondait en fait aux fonctions sur un tore invariant de l'espace des phases. Alors, en général, c'est vrai pour un groupe commutatif arbitraire, mais ce que cela indique la chose suivante: lorsque le groupe n'est plus commutatif, l'espace n'a pas de sens. Mais cette algèbre de convolution du groupe, qui elle n'est plus commutative, a un sens. Et elle n'est absolument pas une algèbre pathologique. C'est une algèbre dont la seule pathologie, si vous voulez, n'est de ne pas être commutative, de ne pas correspondre à un espace visible. Mais c'est une algèbre qui a les mêmes, dont les propriétés sont aussi belles, aussi importantes que les propriétés d'une algèbre commutative. Et si vous voulez, pour montrer à quel point ce point de vue est efficace, le point de vue qui consiste à remplacer le groupe par cette C-star algèbre, c'est en fait les mathématiciens russes Michenko et Kasparov qui ont réussi à mettre le plus en évidence peut-être l'importance de cette C-star algèbre et qui ont montré que lorsqu'on veut résoudre un problème qui est un problème de géométrie pure, ce problème c'est le problème de la conjecture de Novikov, et je pourrais énoncer donc ce problème d'une manière entièrement géométrique en introduisant simplement la notion de groupe fondamental de Poincaré. C'est-à-dire que si on considère une variété V, qui est donc la variété du haut ici, que j'ai écrit comme un tore, et si on suppose que cette variété a un revêtement universel, au sens de Poincaré, qui a la propriété d'être contractile. Le revêtement universel, c'est ce qui rend l'espace simplement connexe, ce qui empêche d'avoir plusieurs manières d'aller d'un point à un autre. Si on suppose que la variété a cette propriété, eh bien, Novikov avait conjecturé que, à ce moment-là, on a une propriété d'invariance homotopique extrêmement forte pour une application d'une autre variété dans celle-là. C'est-à-dire que si on considère une autre variété W et une application F qui envoie W dans V, eh bien à ce moment-là, on aura la propriété que l'image inverse de n'importe quel cycle transversalement orienté dans la variété V aura une signature qui sera un invariant d'homotopie du couple formé par W et F.
Alors cette propriété, c'est une propriété qui serait trivialement fausse si on remplaçait V par une sphère. Ce serait très facile de voir qu'elle est fausse. Mais Novikov a conjecturé qu'elle était vraie pour certains espaces, qui sont les espaces qui ont la propriété que leur revêtement universel est contractile. Eh bien, c'est un théorème maintenant, grâce à Kasparov et Michenko. Kasparov, ce n'est pas le joueur d'échecs. Et le théorème est le suivant. Il dit que si on suppose que le groupe discret, qui est le groupe fondamental de la variété V, est en fait un sous-groupe discret d'un groupe de Lie, ça arrive très souvent lorsqu'on regarde des variétés qui sont associées à des espaces riemanniens symétriques, et bien à ce moment-là, le théorème, ça devient un théorème. La conjecture de Novikov est démontrée. Or, cette démonstration, elle utilise comme outil absolument essentiel la K-théorie de la C-étoile algèbre du groupe. Et si vous voulez, si on n'avait pas cette algèbre non commutative qui remplace l'espace, on ne saurait démontrer le théorème que dans des cas très simples où en fait le groupe est commutatif. Donc, même pour démontrer des résultats de topologie algébrique classique, si vous voulez, de géométrie différentielle classique, il est nécessaire, du fait que les groupes non abéliens apparaissent comme groupes fondamentaux de variété, il est nécessaire d'aller au-delà de notre conception classique de la topologie. Et cette conception classique consistait à regarder un espace topologique comme un ensemble qui était muni d'une certaine famille d'ouverts et d'une notion de voisinage. Or, d'après le théorème de Gelfand, si vous voulez, si on regarde un tel espace topologique et si on suppose qu'il est raisonnable, c'est-à-dire localement compact, en fait, l'espace était caractérisé par une algèbre, qui est l'algèbre des fonctions continues sur cet espace. Et les axiomes, si vous voulez, qui caractérisent ces algèbres sont d'une simplicité extraordinaire. Et la commutativité intervient comme un cheveu sur la soupe. La commutativité n'a rien de naturel dans ces axiomes. Dès qu'on veut faire la théorie de manière naturelle, on est obligé de parler automatiquement d'algèbres non commutatives. Et donc, si vous voulez, on est conduit à aller au-delà de notre notion d'espace comme ensembliste, d'espace de points, et de la remplacer. Mais évidemment, pour cela, on est guidé aussi par la mécanique quantique. On est conduit à remplacer cette notion d'espace simplement par une notion d'algèbre. Alors ça impose une certaine gymnastique, auquel les géomètres algébristes sont par exemple très habitués, mais ça impose quelque chose en plus, si vous voulez, c'est que maintenant, on va pouvoir traiter des espaces qui classiquement étaient pathologiques, à condition de faire l'effort d'aller au-delà de l'algèbre commutative. C'est la seule nouveauté qui s'introduit. Alors, en fait, ça introduit évidemment beaucoup de difficultés, puisque ce qu'il faut faire, c'est généraliser des notions aussi importantes que la notion de courant de 2 rames et d'homologie. Or, ça, c'est maintenant une chose faite, grâce à la cohomologie cyclique. Et cette notion, la cohomologie cyclique, permet de définir, en fait, le cycle fondamental de l'espace des feuilles d'un feuilletage, aussi singulier le feuilletage soit-il. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit, c'est que le groupe d'automorphisme modulaire dont j'avais parlé tout à l'heure fait à nouveau son apparition. Et ce qui fait son apparition, c'est les classes caractéristiques secondaires, comme la classe de Godby en V. Alors je vais vous donner l'interprétation de la classe de Godby en V dans ce langage-là. Ce que ça donne, c'est la chose suivante. La classe fondamentale d'un feuilletage de codimension 1 n'est pas statique. Elle n'est pas invariante par l'évolution dans le temps. Comme je l'ai expliqué, une algèbre non commutative, comme une algèbre de Feynman, acquiert une évolution dans le temps. C'est un objet dynamique. Or, sa classe fondamentale n'est pas invariante par l'évolution dans le temps. Par contre, sa dérivée seconde est nulle. Pas la dérivée première, mais la dérivée seconde est nulle. Et si l'on fait la contraction de la dérivée première par le flot qui engendre l'évolution dans le temps, on obtient une classe de 2 cohomologies, un 2 courants au sens de la cohomologie cyclique, et ce 2 courants s'avère être exactement la classe de Godby en V. Un corollaire de cette propriété, qui est extrêmement important, c'est que si l'invariant de Godby en V n'est pas nul, eh bien automatiquement, l'algèbre associée au feuilletage est de type 3. C'est-à-dire, si vous voulez, ce théorème, il relie 2 choses qui apparemment étaient extrêmement disjointes. D'une part, les classes caractéristiques, qui étaient introduites par des géomètres comme Gelfand. Et d'un autre côté, la théorie de la mesure de l'algèbre, qui est le type de l'algèbre associée. La non-nullité d'une classe caractéristique impose que l'algèbre associée est très très loin de la conception classique que l'on a. Elle est automatiquement de type 3. Bon, alors ce que je voudrais faire maintenant, simplement, c'est de dire une chose, dont je pense qu'elle est importante, c'est de signaler que l'aspect, si vous voulez, qui était fondamental dans le point de vue géométrie différentielle, qui était l'aspect linéarisation infinitésimale, en fait, cet aspect persiste dans la théorie dont j'ai parlé. Mais il persiste à un niveau totalement différent. Il persiste de la manière suivante. Les résultats de Laudet et Quillen, en fait, montrent que la cohomologie cyclique est en fait la partie indécomposable de la cohomologie de l'algèbre de Lie du groupe de jauge.
Et le seul fait de parler d'algèbre de Lie signifie qu'on parle de linéarisation et qu'on parle de parties infinitésimales. Mais lorsqu'on en parle, on n'en parle plus du tout au niveau de l'espace, mais on en parle au niveau des champs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on en parle au niveau des fonctions sur l'espace, et on a remplacé le groupe lui-même par son algèbre de Lie. Si on veut mieux que la partie linéarisée, lorsqu'on étudie le caractère de Chern qui va de la cohomologie dans la cohomologie cyclique, on est conduit en fait à la K-théorie algébrique de Quillen, et on obtient ainsi une théorie qui, de manière tout à fait que je ne comprends pas pour le moment, d'une manière assez incompréhensible, rejoint la physique quantique et rejoint en fait la théorie des champs. C'est-à-dire que lorsqu'on veut écrire une formule explicite pour donner le caractère de Chern, vu au niveau K-théorie algébrique, exactement les découvertes de Dirac sur les fermions, sur la quantification des fermions, apparaissent. On est conduit exactement à cet espace-là. Alors ça, c'est une chose tout à fait que je ne comprends pas, disons, mais qui m'a conduit à un certain nombre de réflexions sur, justement, si vous voulez, sur cette coïncidence, parce qu'en général, c'est rare qu'il y ait des coïncidences fortuites comme ça entre mathématiques et physique. Et disons qu'un espoir qui se dessine à travers cette coïncidence, c'est la chose suivante, c'est qu'on puisse comprendre uniquement par les mathématiques que les physiciens aient été conduits à définir des objets qui paraissent aussi compliqués mathématiquement au prime abord que la quantification d'un champ, la quantification de Fermi d'un champ, et que, si vous voulez, le procédé de deuxième quantification. Pour le moment, disons que la compréhension mathématique de ces choses-là était une formalisation, mais n'était pas une compréhension interne à l'intérieur des mathématiques. Or, ce que je suis en train de dire, c'est que si on essaie de comprendre la géométrie différentielle d'un espace non commutatif, et si on essaie de la comprendre non plus au niveau linéaire, c'est-à-dire au niveau de l'algèbre de Lie, de l'algèbre des matrices, mais au niveau du groupe des éléments inversibles, du groupe de jauge, ce que les physiciens appellent le groupe de jauge, eh bien, on est conduit à la K-théorie algébrique de Quillen, et on est conduit exactement pour calculer ce qu'on appelle un régulateur, c'est-à-dire une flèche de K-théorie algébrique vers les scalaires, on est conduit exactement à faire cette deuxième quantification. Alors, donc je terminerai simplement sur un espoir que j'ai, et qui, disons, m'occupera sûrement dans mes cours, qui est que le quatrième point de vue, qui pour le moment n'est absolument pas touché du point de vue de cette géométrie non commutative, en fait, si vous voulez, ce point de vue semble exister. Il y a de nombreux exemples, comme par exemple celui du feuilletage de Kronecker, et il existe des axiomes extrêmement simples qui, si l'algèbre est commutative, redonnent les variétés riemanniennes ordinaires, sans avoir à faire l'hypothèse que localement, elles sont, disons, déformables en espace ordinaire avec n dimensions, et qui, en général, a la propriété qu'avec ces données, on retrouve, si vous voulez, la donnée fondamentale, c'est une algèbre non commutative, le groupe structural, qui est le groupe spinoriel, dimension n, le fibré principal associé à ce groupe, qui est traduit algébriquement, et en fait, l'opérateur de Dirac. Si vous voulez, la donnée fondamentale, la donnée riemannienne de la géométrie est remplacée par l'opérateur de Dirac. C'est l'opérateur de Dirac qui remplace la donnée des longueurs. Or, si vous voulez, ceci pour un physicien ne doit pas être très surprenant, au sens où c'est grâce à l'électromagnétisme que nous connaissons l'espace-temps, et l'électromagnétisme se manifeste exactement par l'opérateur de Dirac. Alors, ce qui est très important dans ces axiomes, c'est que d'une part, ils sont très simples à énoncer. On a les propriétés fondamentales du groupe spinoriel qui apparaissent, de la multiplication de Clifford. Et dans le cas où l'algèbre est commutative, on retrouve la notion usuelle. Et heureusement, il existe des exemples qui sont hautement non commutatifs de tels objets. Alors, disons que je vais m'arrêter. Simplement, il y a quelques petites réflexions que j'aurais voulu faire sur la manière dont l'espace intervient lorsqu'on essaye de réconcilier ou de faire interagir, si vous voulez, la relativité générale et la mécanique quantique. En fait, l'espace n'intervient pas véritablement de manière essentielle, il intervient de deux manières. Il intervient simplement comme espace d'indices, de paramètres dans les champs quantiques, d'une part. Et d'autre part, il intervient à travers le groupe de jauge. Or, si on analyse précisément les endroits où il intervient, on s'aperçoit que le groupe de jauge, dès qu'on fait de la chromodynamique, on n'a aucune raison en fait, on prendra un groupe de matrices sur l'algèbre, on prendra son groupe unitaire. Donc la commutativité de l'algèbre ne jouera aucun rôle. Et lorsqu'on utilise les champs comme données de Cauchy à temps zéro, si vous voulez, les champs classiques,
eh bien, de la même manière, on utilise simplement la structure linéaire pour les quantifier, et on n'utilise en rien le fait que l'algèbre, encore une fois, a été commutative. D'autre part, il y a des petits calculs extrêmement simples qui montrent que si l'on essaye de réconcilier la gravitation avec la mécanique quantique, on se heurte au problème suivant. Si vous voulez, le principe d'incertitude dit qu'on ne peut jamais connaître la position et le moment d'un point matériel sans violer le principe d'incertitude, qui dit que l'incertitude sur la position multipliée par l'incertitude sur le moment est toujours plus grande que h bar, disons, la constante de Planck. Or, en relativité, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Ceci veut dire qu'on ne peut pas faire tendre la vitesse vers l'infini. Et donc que le moment, si vous voulez, est limité par la masse. Donc le delta sur le moment est limité par mc, où m est la masse de la particule considérée, et c est la vitesse de la lumière. Bon. Mais d'autre part, lorsqu'on est en relativité générale, on sait que si l'on introduit... Donc si vous voulez, en théorie quantique, on aurait intérêt à prendre des masses très grandes. Parce que plus la masse est grande, plus la précision sur la position a une chance d'être grande. Bon. Mais si on regarde la théorie de la gravitation, plus la masse est grande, plus elle déforme l'espace autour du point. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, qui est une quantité parfaitement déterminée, et qui dit que il y a une... Si vous voulez, si on veut déterminer un point précisément dans l'espace, on a intérêt à prendre la masse la plus petite possible. Alors lorsqu'on met ensemble ces deux choses qui sont opposées, on obtient une notion de taille qui est en fait de l'ordre de 10 puissance moins 33 cm. C'est extrêmement petit, c'est ce qu'on appelle la longueur de Planck, au-delà de laquelle notre conception de l'espace, notre conception, si vous voulez, commutative, ordinaire de l'espace, ne peut s'appliquer. Alors évidemment, le problème, c'est d'arriver à trouver un modèle mathématique qui rende compte de ce phénomène. Alors les physiciens ont certains modèles, ce sont des modèles spéculatifs, mais je pense qu'il est bon, à la fin de mon exposé, de faire quelque chose de spéculatif. Je veux dire, je veux insister sur le fait que c'est évidemment éminemment spéculatif et que je n'ai rien de concret à proposer. Mais disons que je pense que, de toute façon, comme ces espaces existent mathématiquement, on peut, au moins du point de vue psychologique, si vous voulez, d'un point de vue subjectif, être motivé par l'éventuelle coïncidence de tels espaces avec l'espace de la physique. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère que c'était pas trop technique. J'étais très content. Oui, même pour moi. Très bien, c'est parfait. D'ailleurs, je viendrai te revoir. Très bien. Je voudrais te poser le problème du... So you didn't ask question.
Tu sais ce que ça veut dire. C'est en maths, il y a tellement de niveaux possibles. Non, c'est vrai, je choisis juste le milieu qui était assez facile. C'est le plan de coupe pour l'avant-dernier accord entre la cassette numéro 2 et la cassette numéro 3.